Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 portant sur la nutrition avec Oversteam. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Ouais, je vais commencer. Du coup, moi, c'est Mathieu. Je suis alternant ici en master marketing sportif. Et je suis du coup en alternance chez Oversteam avec Benoît à côté qui est mon tuteur. Moi du coup c'est Benoît, je suis responsable des partenariats. Ok, très bien. Et puis Mathieu. Donc moi Mathieu, chargé de relations étudiantes pour l'école Win Sport School, donc j'accompagne les étudiants comme Mathieu à trouver leur alternance, à intégrer l'école et trouver leur alternance et développer les partenariats de l'école comme on est en train de le faire là, avec l'Ultramarin et notre participation sur l'événement au format Challenge Entreprise. Ok, très bien. Alors du coup, merci à vous d'être venu aujourd'hui. Donc l'objectif c'est de parler un petit peu justement sur une préparation et sur une course comme l'Ultramarin, de la nutrition. Donc j'aimerais déjà savoir éventuellement qu'est-ce qui est important en termes de nutrition sur une préparation comme l'Ultramarin. Tout d'abord l'hydratation, il faut bien s'hydrater parce qu'on perd du coup beaucoup de sels minéraux quand on court. Et du coup, nous, on a des boissons, par exemple, comme l'Hydrixir Ultra, l'Hydrixir antioxydant, mais l'Hydrixir Ultra, lui, est plus conçu sur les longues distances, donc, qui est avec des vitamines, des BCA, des glucides. Ouais, c'est ça. Après, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on pense souvent à la course. Et en fait, on oublie souvent aussi le côté préparation, sans que ça soit trop un côté commercial marketing, mais il y a quand même énormément de gens qui déjà commencent les ultras en se disant l'ultra, c'est facile. Une espèce de banalisation du marathon. Au final, maintenant, on arrive dans un ultra comme l'Ultramarin qui est super fort en se disant c'est comme ça, on arrive sur les ravitaillements et puis advienne que pourra. Au final, il y a quand même un gros rôle sur la préparation, même s'entraîner aussi à tester ses produits, quel que soit la marque. Mais c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose qui est vraiment très important. C'est comme si vous faisiez l'Ultramarin, 170 km, puis vous ne faites pas une seule sortie longue avant. Ce serait un peu bizarre. Après, il y en a qui y arrivent très bien, mais voilà. Je pense que pour moi, c'est relativement important. Et après, effectivement, comme a dit Mathieu, il y a aussi le rôle de l'hydratation, qui est un peu souvent négligé. Et quand on pense hydratation, on pense eau, et pas que. Comme a dit Mathieu, il y a des pertes en sels minéraux, en différents nutriments. Il faut essayer à compenser tout ça pour éviter déjà les problèmes pendant la course, tout ce qui est crampes, hypoglycémie, et du coup essayer de mieux terminer et puis après mieux récupérer aussi. Je vais pas trop anticiper, mais il y a aussi la récupération derrière. Bien sûr. Non, et puis c'est vrai que sur l'hydratation, je pense qu'il y a aussi un petit côté où, par exemple, quand on ne s'y connaît pas forcément, on peut se dire je vais boire 1 litre avant la course, ce qui je pense n'est pas forcément bon. Le but c'est vraiment aussi de savoir connaître son corps et puis de savoir bien s'hydrater et bien se nourrir aussi pendant la course. Ouais, c'est ça. En fait, par exemple, pour environ 1 heure de course, il faut prendre toujours 2 petites gorgées. En fait, par exemple, pour 1 heure, il faut prendre environ entre 500 ml et 750 ml d'eau. Donc avec, par exemple, de l'Hydrixir aussi ultra ou antioxydant avec. Mais c'est toujours prendre par petites gorgées. Et exemple aussi avec les gels, du coup, quand on consomme un gel Oversteam, en fait, il faut le prendre avec toujours une petite gorgée d'eau à côté, pour pas avoir ce côté pâteux dans la bouche. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, Mathieu qui court aussi beaucoup, tout ce qui est gel, etc., tu en utilises toi souvent sur les courses Quand je fais des préparations qui partent sur des distances un peu plus longues, forcément, moi j'ai en tête de prendre 2 gels par heure. Je sais pas si c'est ce qui est recommandé ou pas, mais ça marche plutôt bien. Et comme disait Mathieu, généralement, c'est ce que j'ai fait, pas sur un trail, mais plutôt sur le marathon de Paris, c'est que mon gel, je l'ai consommé sur 800 voire 1 km. Pas tout d'un coup, vraiment je l'ai pris un petit peu plus sur du plus long terme, sur 800 1 km. Et à chaque fois, entre une gorgée de gel, je prenais une gorgée d'eau. Parce que la nutrition, l'hydratation, c'est super important, mais ce qui va déterminer, je pense, qu'un pratiquant va peut-être prendre plus Oversteam ou une autre marque, c'est aussi le fait de bien l'assimiler et aussi de bien le digérer. Et c'est combien de temps environ qu'il faut tester justement les produits sur une préparation comme ça? Pour moi, j'ai envie de te dire, c'est quasiment pas tout le temps. Après, effectivement, c'est un coût. Mais en fait, en fonction de l'intensité de tes séances, de ta fatigue, etc., en fait, il y a le côté effectivement test du produit, mais aussi le fait que si tu arrives à t'alimenter et t'hydrater correctement pendant ton entraînement, tes entraînements sont meilleurs et tu vas mieux récupérer, tu vas mieux performer, donc forcément ton niveau de performance augmente aussi. Après l'idée c'est pas, comme a dit Mathieu, il y a certaines séances, des fois, il y a pas mal de gens aussi qui courent à jeun, ça existe aussi. Il y a des séances aussi qui sont relativement courtes. L'idée c'est de pouvoir tester un peu tout, parce que c'est vrai que normalement nous on dit souvent sortie longue. Mais au final, quand tu fais une séance de fractionné, je sais pas, Mathieu, c'est une brute, il va nous faire un 2 x 10 x 30-30. Et c'est peut-être aussi le moment justement de tester les produits sur une intensité forte. Si on prend Monsieur Même Tout le Monde qui arrive devant un rayon avec, on a des gels, on a de la poudre qu'on va mettre après dans de l'eau, on a les barres. Franchement, moi le premier, des fois j'arrive devant, je fais mais que choisir quoi. Et donc du coup, on choisit quoi, plutôt une barre, plutôt un gel
Ça dépend de un peu ton objectif. Après, il faut aussi, pour moi aussi garder la notion de plaisir. C'est que déjà, si tu vois un produit déjà qui ne donne pas envie, tu vas pas vouloir le prendre en fait. Donc il y a des produits comme la pâte de fruits, généralement presque tout le monde a déjà goûté une pâte de fruits. Ouais. C'est quelque chose déjà, on sait qu'on en apporte. Et si en plus elles sont enrichies, on voit une pâte de fruits enrichie en vitamines. Après, il faut bien lire les petites lignes, on est d'accord. Mais déjà, c'est quelque chose qu'on aura plaisir à prendre, quoi. C'est quelque chose qui est relativement important. Et après, pour moi, tout dépendra de l'allure. C'est sûr que toi, sur ton marathon, si je te dis de manger une barre de céréales, Pour les avoir goûté, c'est vraiment très étouffant. ça dépendra de l'allure. Pour nous, pour prendre un peu l'exemple qu'on a avec nos athlètes, on a des athlètes qui vont courir un 90 km et qui vont terminer dans les 4 premiers. Ils vont prendre quasiment que des gels ou des produits très souples. Ceux qui vont courir beaucoup plus lentement, qui font des plus grosses courses, je prends l'exemple même d'un François Delaine sur le Tour des Géants, il y a beaucoup plus d'alimentation solide. Ça va être un apport en gros avec les boissons, avec le fameux Drixie Ultra dont Mathieu parle, et après un apport derrière en matière un peu plus solide, quoi. Donc c'est là en fonction de l'intensité que vous voulez mettre, en fonction du format. Il faut essayer de trouver un petit peu. Voilà. C'est sûr que je vais courir vite, je suis pas en EF comme dit Mathieu, je vais mettre de l'intensité. Je vais pas me prendre une barre de céréales qui épaisse de 2 cm, je vais plutôt prendre un truc qui est facile à mâcher. Et facile à mâcher ou absorber comme un gel. Et au contraire, si mon allure, sur un ultramarin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont courir. Sur les grandes distances, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont être quand même à plus de 10 km/h ou 8 km/h, d'accord. Donc là, ça va plutôt être en gros des produits plutôt à mâcher, quoi. Quelque chose qui va au moins mettre un petit peu de matière dans le ventre aussi, parce que c'est important si l'estomac a quelque chose à mâcher, quoi. Puis ce qui est bien aussi à Innobar, c'est qu'on a par exemple on a une barre salée, on a une barre sucrée, du coup ceux qui sont plutôt salés vont faire la partie salée et ceux qui sont pas partie sucrée du coup. Avec les mêmes apports ou pas du tout? Est-ce que avoir les deux c'est mieux? Non, alors ça c'est un très bon point d'ailleurs ce qu'a dit Mathieu. Très bon élève. Bien formé. Mais alors bien formé, je sais pas, mais en tout cas, déjà Mathieu, il faut savoir, faut avoir une super idée, c'est que même son alimentation, elle est quand même très saine. Déjà le midi, il a commencé les complémentations effectivement. Mais le côté sucré-salé, effectivement, ça c'est un des pièges, c'est que quand on va commencer, on va se dire on va prendre que des produits sucrés, et au bout d'un moment, les produits sucrés, on n'en peut plus en fait. Et c'est là justement le côté un peu cassé, la routine avec des barres salées ou même des produits qui assurent les ravitaillements, c'est méga important. Je pense que tu as déjà connu le cliché du tuc. Peut-être. Tu as déjà vu des tucs. J'aime pas ça. Mais tu les as vus sur le ravitaillement généralement. Beaucoup. Bon, après, le tuc, il faut quand même réussir à le manger, mais au moins ça casse un petit peu dans les trails. Des fois, on voit du saucisson, etc. Il y a pire, des fois, du fromage. Ouais, mais ça, je trouve ça bien, justement. Ça s'arrête. C'est pour répondre à la question de Mathieu. Si après, en fonction des apports, effectivement, les apports vont changer par rapport au niveau des glucides et des types de glucides. Et forcément, notre barre salée, nous, en plus maintenant, les versions cacahuètes, tu as un apport en protéines qui est un peu plus important. Mais du coup, ça fait plus d'efforts de digestion. Qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui ont encore un petit peu ce préjugé sur les compléments alimentaires? Alors ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que je pense que si on en parle tous les deux, en fait des fois on a des réflexions sur les salons où même il y a 2 personnes qui viennent qui disent il y en a un qui va acheter un gel, tu vas te doper pour ta course. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Déjà, tu dis, moi au début je me dis mais c'est pas logique, comment on peut dire ça, déjà il y a des tampons, c'est marqué. Honnêtement, je sais pas si tu veux répondre avant moi le temps que j'ai le temps de réflexion, mais pas t'aider, hein. Moi je pense que c'est juste pour contrecarrer les carences de l'organisme. C'est juste que tu es en train de faire un effort, tu fais un effort de longue durée et que ton corps il est pas assez autonome aujourd'hui pour produire des substances dans ton corps qui feront que tu pourras arriver au bout de la course. Donc c'est soit tu prends pas de compléments alimentaires et tu fais une perf qui sera pas du tout à ton niveau parce que tu vas prendre une fringale, tu vas prendre une hypo et tu pourras pas finir. Et je pense qu'autour de cette table on est plusieurs à avoir pris une hypo et c'est l'enfer. C'est-à-dire que j'ai un ami la semaine dernière qui a fait un trail, il courait à 5,0 de moyenne sur un trail et il passait à 8,50 au kill. Donc là c'est une descente aux enfers et tu peux pas retourner. Ou alors sur un trail de très très longue durée peut-être. Mais ça met un KO, direct. Donc c'est pour ça que je trouve que dire que c'est un dopant, c'est lunaire. Mais après, sûr, ça reste un sport, la course à pied, qui est pratiqué par monsieur et madame tout le monde. Donc forcément, ils ne s'intéressent pas à tout. Complètement. Et c'est normal. Après, la nutrition, c'est hyper spécifique. Et on essaie justement aujourd'hui de ne pas trop rentrer dans les détails. Mais je pense que c'est un peu pour ça. C'est le manque de connaissance du grand public, quoi. C'est ça. Je pense que c'est ça l'inconnu. Mais c'est comme si par exemple, je sais pas, tu vas faire 3 heures de l'eau, tu prends de l'eau, je dis t'as triché quoi. Ouais, au bout d'un moment, il faut aussi rester logique par rapport à ce que ton corps humain il peut faire, sachant comme a dit Mathieu, en plus chacun a ses spécificités. Je pense que tous les 4 on n'a pas les mêmes besoins énergétiques. Ça me faisait penser à ce que tu disais tout à l'heure,
Il y a pas même pendant l'entraînement, et on va tout voir. Il y a des gens qui vont dire qu'il faut prendre entre 50 à 90 grammes, d'autres qui vont prendre 100, etc. 100 grammes. Je me souviens Mathieu avait fait un post sur Strava parce qu'on a vu 3 athlètes qui avaient gagné, je sais pas si tu te souviens, à Volvic. Si. Et au final, tu avais des régimes nutritionnels totalement différents. Il y en a une qui a gagné le 80, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était entre 40 à 60 grammes de glucides et ça lui suffisait, tu vois. Mais pourtant, c'est très peu. Après, il y a tous les apports à côté. Mais c'est pareil, c'est une donnée. Et après, tu en as un autre qui était dans ce qu'on dit un peu la norme, on disait 70, 90, tout ce qu'on voit. Et il y en avait un par contre qui était progressif. Mais ça, c'est chacun. Mais j'imagine ça. Pour cibler un gel, c'est 30 à peu près. Ouais, c'est ça, on va dire, c'est ça. On va dire globalement, entre les marques, on va tourner autour de 30, c'est ça. Entre 20 et 30. Mais tu vois, je vois pas. C'est comme si par exemple, je sais pas, t'as ta journée de travail habituelle à la fac, tu vas manger à midi, on va dire tu triches, tu te donnes. Non, en fait, concrètement, j'ai juste besoin de manger. Quoi. C'est pour ça que j'abordais ce sujet-là, parce que j'avais côtoyé aussi beaucoup de gens qui me disaient mais c'est comme du dopage en parlant de compléments alimentaires comme de la protéine. Et justement, j'essaie d'expliquer que non, c'est quelque chose qui vient à côté de l'alimentation, mais forcément, il faut déjà une alimentation un peu saine à la base pour pouvoir prendre des compléments alimentaires. Et donc du coup là, si on revient un peu sur la préparation de l'ultramarin, on a testé nos produits, ça marche pas, on essaye plusieurs marques. Une fois qu'on a trouvé vraiment les produits qui nous correspondent, on les garde, on fait un stock et puis on part sur la dernière semaine de prépa. Sur cette dernière semaine de prépa là, au niveau complément alimentaire, même hors complément alimentaire, quels conseils vous pouvez donner un petit peu en termes nutritionnels, sur un peu le régime à avoir? Je sais qu'il y a plusieurs régimes. Pour donner un exemple, je m'étais fait coacher sur la prépa du marathon l'année dernière et ma coach m'avait dit quasiment pas de glucides pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. C'est l'enfer, manger que des légumes verts. Mais par contre, arrivé au jeudi matin, là c'est des gros bols de pâtes, de riz pour vraiment faire monter les réserves. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs idées là-dessus. Comment il voit sa prépa? Non, c'est exactement ce que tu as dit. C'est du coup haricot, tout ce qui est légumineux, du lundi jusqu'au jeudi à peu près. Et après, c'est tout ce qui est féculent, et riz pâtes. Et aussi, du coup, prendre aussi un peu de maltodextrine, du coup, qui est une boisson qui permet d'avoir, après, je vais me tromper, mais d'avoir un regain d'énergie aussi avant la course. Donc, c'est à prendre 3 jours avant la course. D'accord. Et après. Le jour de course, tout dépend des personnes. Il y en a qui vont prendre des féculents avant la course. Il y en a qui vont prendre un gâteau sport ou un sport déj. Qui est très connu d'ailleurs, le gâteau sport. Ouais. Très pratique. Sur les anciennes générations, c'est vrai que c'est. Et du coup, il y a le sport déj qui commence à être de plus en plus connu aussi. Parce que du coup, le gâteau sport, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une préparation au four. Donc on met la poudre avec de l'eau, 30 minutes au four. Et après, c'est cuit. On mange directement. C'est ça, exactement. Et le sport déj, en fait, c'est une poudre, on met dans un bol, on mélange avec de l'eau, et ça fait un peu comme une sorte de danette, en fait. D'accord, avant la course. Pas besoin de chauffer, pas besoin de micro-ondes, rien quoi. Non, directement poudre eau. Dans sa voiture, une demi-heure avant le départ. C'est ça. Un peu plus avant quand même, 2 heures avant. Une heure, c'est super. Une heure, c'est bon. Ouais. Et du coup, ta question, ça me fait penser un peu justement au fameux stock de glycogène, quand j'ai dit ce mot magique tout à l'heure. Comme tu as dit, en fait, il y a une espèce de culture de base sur la gestion des stocks énergétiques, on va dire de manière globale. Après, il y a quand même, on revient un peu au point de se connaître. Parce que toi, le côté je mange que des légumes pendant 3-4 jours avant, alors ça fait un peu la phase de sèche, même pour ceux qui font un peu la muscu, etc. Ça fait une petite phase de sèche, sauf que c'est que des fibres. Et les fibres, pour se détruire le ventre, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc vous pouvez, moi si je fais ça, je pense que pendant la course, je vais avoir des petits problèmes. Mais après, c'est se dire effectivement, c'est pas surchargé, parce que généralement, quand même, la dernière semaine, on va dire les 2-3 dernières semaines, en fonction des programmes d'entraînement, je pense que c'est ce que tu as fait à Paris, tu as quand même une baisse de l'activité. Clairement. Tu es plus sur du qualitatif que du quantitatif, donc tu vas avoir des petites sorties de 30, 40 minutes, 50 minutes avec des petits rappels d'intensité. Du coup, ça sert à rien de manger comme un goré, désolé pour l'expression, et de faire des stocks énormes. Même si vous faites un ultra de 170, je pense que c'est l'ultramarin, ça sert à rien d'anticiper trop. Par contre, effectivement, ce fameux stock énergétique de glycogène qui permettra d'avoir le maximum d'énergie pendant la course, c'est un peu de l'énergie, c'est ce qu'on peut entendre des fois sur le côté un peu sucre complexe, énergie un petit peu à 2 vitesses, il y a pas mal de noms pour parler de ça. Ça, c'est important. Et effectivement, il y a le côté un peu stock de pâtes, stock de féculents sur les 2-3 jours avant. Alors après, ça ne sert à rien de se manger 4 assiettes de pâtes. Et justement, ce que disait Mathieu pour rebondir par rapport à Oversim, c'est qu'il y a un produit qui a été développé à l'époque par Oversim qui s'appelle effectivement la malto. Et du coup, qui est une boisson à base de maltodextrine, qui est un sucre plutôt complexe et qui permet justement de refaire ces stocks énergétiques comme ça.
Alors c'est un produit maintenant qu'on peut trouver partout, dans différents, je vais faire attention aux marques, mais dans différents concurrents et dans différents magasins, même des magasins qui vendent des produits de sport, parce que c'est tombé vraiment dans l'usage. Et cette boisson, en fait, le principe, c'est de boire pendant 3 jours. En fait, vous avez une bouteille d'eau, votre apport en sucre, et vous buvez. Alors ça va un peu couper la faim, mais du coup, ça évite de se mettre aussi 4 assiettes de pâtes dedans. Et vous avez votre stock, en gros, c'est calculé pour avoir un stock énergétique complet avant la course. Ouais, j'avais pris ça, Mathieu m'avait gentiment donné une boîte de malto et j'avais essayé. Ça avait plutôt bien marché. T'avais eu le RP, enfin ton record ou pas, non? C'était le premier, donc il y a forcément RP. C'est sûr. Ok, et donc du coup après le jour J. Donc là, la particularité c'est qu'on n'est pas sur un marathon ou un semi, c'est que là on est sur un trail avec différents formats. Il y a des étudiants qui vont partir sur le 34, toi Mathieu sur le 56. On a un formateur du campus qui va faire le 175. Voilà, comment en fonction des distances, comment s'organiser un petit peu. Aussi on a le sac. Donc quand on part pour 175 km, forcément on n'aura pas tout avec soi. Donc, voilà, comment vous voyez ça un petit peu en termes d'organisation au niveau de la nutrition? Tu vas t'organiser toi qui as accès en gros. Après moi 156 sera beaucoup plus facile qu'un 175 parce que 175 par exemple on va prendre par exemple François Daen, lui je sais qu'il fait des plans avant la course. Il va dire tel ravito, il sait qu'il va pouvoir récupérer telle barre, telle boisson. Mais moi je pense que moi j'aurai tout dans mon sac et ce sera à base de gel, barre et boisson du coup. Que tu as déjà testé. Exactement. Exactement. Et puis par rapport aussi forcément à la météo, est-ce que par exemple si il y a un grand soleil, tu vas venir prévoir plus de choses? Ou est-ce que ça varie vraiment? Je parle plus sur l'hydratation du coup forcément, ou sur le sucre aussi, en cas de malaise, mais est-ce qu'il y a des choses à prévoir en fonction de la météo, si on doit en prendre plus, moins sur le... S'il fait vraiment chaud, je pense qu'en termes de boisson, il y aura un peu plus d'apport du coup. Je sais qu'on a des sticks par exemple, du coup je mettrai un peu plus de sticks dans mon sac. Ouais, donc ça c'est plutôt le jour J. Ouais, c'est exactement. C'est quoi les sticks? Les sticks ultra. En fait, on a une boîte Dogpack et c'est la poudre en format stick. Quoi. Du coup, on va mettre directement, en fait, on déclenche le stick et après on met dans la soft. Ok, d'accord. C'est simple, efficace. Comme a dit Mathieu, c'est vrai que le côté. Enfin, faut quand même étudier un petit peu les points de ravitaillement qu'il y a quand même sur la course, que ce soit un 34, 56 ou autre. Au-delà, ça permet de se dire, on sait jamais s'il y a une défaillance ou s'il y a un besoin énergétique ou un eau. Au moins, je sais que je peux compter dessus. L'idée, c'est un peu d'avoir une espèce de stratégie par rapport à ça en se disant, potentiellement, c'est sûr qu'un 175, si vous visez genre 20 heures, c'est pas la même chose que si vous visez 30 heures, etc. Et c'est un camelback, sauf si vous partez avec un sac de rando, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, je vais avoir un petit peu mon produit le plus efficace, mon produit un peu 2 ou 3 en 1 pour moi, et de se dire, sur les ravitaillements, je sais que je vais avoir ça. Surtout que généralement, quand même, les organisations envoient un peu des infos par rapport à ça. Il y a le guide du coureur. Faut prendre l'information, honnêtement, faut pas prendre l'information genre 3 jours avant quand on va prendre le dossard ou 2 jours avant. Vaut mieux essayer de regarder un peu les communications qu'il y aura un peu auparavant là-dessus. Est-ce que je prends l'exemple des gels par exemple? Il y a des plans spécifiques pour les gels. Par exemple, un coup de feu, on va pas le prendre au début de la course. C'est plutôt un antioxydant et après pendant la course un énergix qui a un apport en fait énergétique pendant tous les 45 minutes, 1 heure. En fait, ça dépend des personnes. Et après, il y a coup de fouet, tonique, caféine, gel. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes apports par chaque gel. Et surtout, pas hésiter à en prendre un peu plus parce qu'un gel il peut vite exploser dans le sang, dans le short. Et après, quand il a explosé, on peut plus le prendre. Donc, il faut pas hésiter à en prendre un peu plus. Et en plus, sur l'organisation, un petit peu sur des trails longs comme ça, généralement, on a pour la plupart la famille qui est là. Donc il y a des points qui sont plutôt basés sur en 100% d'autonomie, donc de l'eau. Après on va avoir des points où là la famille peut apporter, on peut se changer, on peut se doucher, on peut quasiment repartir à zéro mais pas avec la forme du début. Donc il faut anticiper ça et leur laisser un peu l'organisation à la famille qui est à côté pour emmener les sachets. Je sais que moi j'accompagne mon père sur de l'ultra, il me numérote à chaque fois le nom du ravito et comme ça je sais ce que je vais lui donner, il sait ce qu'il a à prendre et puis comme ça puis avec la fatigue, la perte de lucidité elle peut vite arriver. Donc, c'est pour ça sur un 175 même un 100 c'est obligatoire de faire ça. Je pense que c'est vivement conseillé. Après sur un 56 je pense qu'on peut gérer soi-même son stock, mais c'est vrai que sur un 100 ou un 175... Du coup là on fait l'ultra, on s'est bien préparé, tout se passe bien, on a bien mangé tout le long, on n'a pas eu d'hypo, tout s'est très bien passé, la préparation physique a été très bonne.
On arrive, euphorie, voilà, il se passe 10 minutes, je vais au ravito. Donc là, il y a potentiellement des tucs et du saucisson. Pendant Voilà. la course, c'est ça. Pendant la course aussi, même des fois à l'arrivée. Quel conseil vous donnez, vous, là, sur les 30 minutes ou 1 heure après l'effort? Moi, j'ai toujours entendu que c'était un moment hyper important après une course, quoi. C'est quoi le conseil, mis à part la petite bière qui va avec Ouais, alors l'expérience. c'est. Alors juste même pour redire, mais entre guillemets, pour désacraliser un peu l'ultramarin, c'est comme une course qui est très organisée avec beaucoup de ravitaillement. C'est-à-dire qu'en Tout gros à fait. déjà pendant la course, normalement vous avez tout ce qu'il faut, produits, on va dire naturels, comme une banane ou autre, des produits un peu plus. Nous on sait qu'on va fournir des produits sur l'ultramarin par rapport à ça. Et après justement, je pensais que tu parlais de pendant la course, mais on sait jamais si à un moment vous craquez mentalement, que c'est au 120e ou même il reste 10 km, vous dites qu'il faut un saucisson. Ouais, normalement, sauf si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre un petit morceau de plaisir, on en revient par rapport à ça. Et du coup, ça permet de faire une transition par rapport à la fin. Généralement, on sait que voilà, on est un peu bon vivant, on a envie de fêter sa victoire à la fin. Donc, voilà. Si vous voulez prendre un produit alcoolisé à base de levure, c'est votre choix. Mais voilà, après, c'est marrant parce que j'ai vu justement une étude par rapport à ça sur la fenêtre. En gros, on appelle ça une fenêtre métabolique ou anabolique. Je sais pas pourquoi des fois le terme change. Et on dit souvent que c'est jusqu'à 1 heure après. Et en fait, c'est un peu le moment où on se dit normalement il faut refaire ses stocks d'énergie, il faut prendre aussi un gros apport en protéines. Et on a éliminé justement pour la cicatrisation, la réparation des fibres. Je vais faire peut-être un contre-pied par rapport à ça. C'est à voir aussi en fonction de comment vous fonctionnez. Parce qu'il y en a sur la littérature, c'est entre 15 à des fois 24 heures, enfin 15 minutes à 24 heures. D'accord. Donc ça dépend. Après, c'est sûr que le 1 heure après la course, c'est quand même important de se réhydrater. De toute façon, tout ce que vous allez faire de mauvais entre guillemets ou d'handicapant, vous allez payer après derrière dans votre récup. Surtout que honnêtement, après un ultra, je sais pas quelle licence t'as déjà fait, toi Mathieu. Ou peut-être J'ai déjà fait du arrêté, triathlon, du gros triathlon. Non Triathlon, ouais, du Alf Ironman. Ok. Mais généralement aussi, c'est quelque chose dont on parle pas trop, pour pas faire trop peur, mais un ultra, une grosse distance, en fait, on pioche tellement dans l'énergie mentale et physique qu'il y a souvent une espèce de phase de décompression derrière, parce que ça reste, c'est un exploit, quoi. C'est bien pour la personne, enfin, c'est fort pour la personne. Et justement, c'est là pour éviter aussi ce côté un peu plongée, où le côté nutrition est vraiment super méga important, quoi. Donc si vous faites une bière et après 3, je sais pas si c'était marqué, 3 en gros restaurants rapides, on va dire, ça va pas forcément être très bon et c'est pas ce que votre corps va demander, quoi. L'apport en protéines est vraiment méga important. Si vous pouvez, même le soir, hein, c'est dur de se remettre dans une routine, manger des apports soit en légumineuses, soit en viande blanche, etc. Mais c'est méga important et même juste après la course. Puis encore plus après la course, je pense, parce que le plus dur, c'est vraiment, je pense, quand on l'a fini, c'est justement l'arrêt de bien récupérer. Le lendemain d'un ultra ou même d'un marathon, je pense que t'as peut-être dû boiter toi après ou... Ouais. Ah, le lendemain, ça a été très compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Je descendais les escaliers à l'envers. Ah oui, Ah oui, ça Les m'étonne pas. escaliers à l'envers parce que je ne pouvais pas les descendre normalement. Et en fait, depuis, j'ai un copain qui prenait des shakes de protéines, des shakers de protéines, voilà, demi-heure, 3/4 d'heure après une grosse séance. Et je l'ai fait sur 4-5 grosses séances là sur la prépa marathon. Et le lendemain, je n'ai 0 courbature. Un petit peu. Mais alors, est-ce que c'est un effet un peu placebo? Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai pris des protéines, donc forcément, ça a reconstruit un peu mon muscle. Voilà. En tous les cas, si ça me fait du bien, tant mieux. Mais voilà, après, chacun réagit différemment un petit peu à ça, quoi. Je prends note. Ouais. Note aussi. Ouais, hyper vaillant. Mais tu vois, par rapport à ça, nous, on a, sans le placement de produit, mais on a une boisson de récupération qui est assez complète et qui est travaillée pour. Après, c'est comme la whey, faut réussir à bien le manger, parce que c'est quand même les trucs, comme tu disais tout à l'heure, sur les protéines, c'est pas le truc le plus sexy à prendre. On est sur de l'assimilation où là, ça dépend de la personne aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais t'as ton apport. Il y a des goûts, il y a des aussi, goûts. voilà. Ouais. Goût cookie, C'est ça, passe après, bien. c'est comme Le je disais, chocolat c'est qui va être vraiment- vraiment bien calorique aussi, qui va Ouais, ça un peu dépend, plus est-ce que bourriner le tu ventre mets, aussi. etc. Voilà, c'est ça, complètement. Mais c'est important d'avoir toujours ce côté au moins apport glucidique, protéines et même légèrement en lipides un petit peu, parce que vous avez quand même pioché dedans sur les 2-3 jours, avant de vraiment décompresser, quoi. En fait, c'est aussi ça le piège, c'est que on a fini et là du coup ça part dans tous les sens et votre corps en fait déjà il a pioché dedans, donc là sa réaction pour la plupart des gens ça sera bah vas-y redonne-moi ce que t'as pris, quoi. Il y a souvent des fois un effet genre surtout avec l'âge tu vois, je sens le côté couvade, donc faut faire attention après, ou vous serez jeune donc il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est méga important, quoi. Mais c'est surtout que quand on fait une prépa comme ça, on se met quand même pas mal de restrictions. Tu parlais tout à l'heure, Mathieu, des soirées, etc. Ouais. Bah forcément, quand on arrive à 1 mois et demi, 2 mois, bah on sort un peu moins, on fait plus attention à ce qu'on mange, etc. Et je pense que comme tu le disais, Benoît, il y a un moment, il y a un effet de décompression après la course où tu te dis,
c'est bon, j'ai fait mon taf, c'est bon, je suis satisfait de ma course. J'ai aussi amené ma famille avec moi là-dedans parce que il y a potentiellement une conjointe à côté, un conjoint qui subit, s'il n'est pas dans le milieu du sport, un petit peu ce qui se passe à côté. Et là, en fait, on a envie de décompresser et de se dire, en fait, je vais retrouver un peu la vie normale, quoi. Le sentiment de récompense. Tu as fait l'accomplissement et tu as ce sentiment où tu as aussi après à côté, je pense, envie de te faire plaisir. Mais c'est ça. comme on le dit pour la récupération aussi, je pense que question C'est santé, vrai, il faut savoir. Question d'équilibre. Ouais, c'est une ça question permet d'équilibre, d'éviter les blessures aussi. Ouais, Je sais qu'il y a ça. beaucoup de personnes qui se blessent pendant les prépas et c'est compliqué après. Très compliqué. Et c'est vrai que c'est pour ça, des fois les sorties, faut éviter 2 mois à l'avance. Ouais, carrément. Et là, juste pour conclure un petit peu sur le podcast là, sur la nutrition, quel serait votre conseil majeur en lien avec la nutrition? Que ce soit avant, pendant, après, vraiment votre conseil majeur à donner à un débutant. Quelqu'un qui va commencer, qui va faire son premier ultra, un 56 km fin juin. Je pense, comme Benoît a dit tout à l'heure, tester les produits en amont. Parce que si on ne teste pas les produits, c'est vrai qu'on peut avoir des risques digestifs. Et après, prendre du plaisir à prendre le produit. Parce que c'est vrai que quand on n'aime pas forcément un produit, le goût ou autre, c'est compliqué sur une course. Et après, le reste. Moi, c'est un peu ça, moi, ça serait ne pas faire trop le fier. Enfin, dans le sens où arriver comme ça en disant. Ça va être facile. Ça va être Ouais, facile, ça va être facile, parce qu'au final, on n'en a pas parlé, mais l'ultramarin, c'est méga plat. Oui. Et en fait, l'ultramarin, c'est comme si on se tapait, en fonction du profil, soit un 3/4 de marathon, 2 marathons, 3 marathons. Et au final, on a. Ça, c'est facile, c'est plat, on y va tranquille, etc. Mais au final, c'est super dur. Et du coup, par rapport à ça, effectivement, ça serait se dire, hésite pas, en gros, déjà à te renseigner sur la course, renseigne-toi sur vraiment ce qui t'attend. Même à notre niveau, nous, on sait qu'on est capable de donner des conseils de nutrition, en tout cas d'essayer de rassurer le coureur, le consommateur par rapport à ça, c'est d'aller chercher l'information par rapport à la nutrition, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir et plutôt que d'y aller vraiment genre comme ça ou avec la peur, ne pas hésiter à demander, à s'enseigner, même auprès de l'organisation de l'ultramarin, auprès de Varsim, en disant Tout à fait. conseille-moi, quoi. Conseille-moi pour au moins parce que c'est mon objectif, plus ou moins voilà, mais je veux le finir, je veux le faire, je veux performer un top 10, mais voilà, ça serait d'essayer de pas faire le fier. Ouais. Puis en plus, on ne sait jamais si à quelques heures du départ, ils sont en galère, vous serez sur le village partenaire. Donc, il y a le salon, on ne sait jamais, il y a le salon qui est là, faut pas hésiter, on ne sait jamais. Ici à la Winsport Food, je suis encore Mathieu, ça lui fera une formation, mais voilà, pour moi c'est vraiment important, surtout sur le côté nutri. Après, le côté entraînement à côté, c'est. Quel est votre avis sur les boissons énergisantes s'il y en a qui en prennent avant la course par exemple? Alors énergisante, tu veux dire genre tout ce qui est boisson un peu sucrée ou caféine ou complètement avec de la taurine, etc. Moi en fait c'est comme on n'a pas parlé du petit-déj, mais ça dépend de ta routine. Si t'es habitué, déjà change pas c'est comme les chaussures qu'on prend tous, change pas 2 jours avant. Ça marche. Après peut-être que tu le paieras, mais si tu changes un paramètre, ça peut être dur. Après, je viens de te dire, moi, boisson énergisante, je te dirais, n'y va pas. Ouais, voilà, c'est pour parce ça. Parce que concrètement, quel que soit le produit, c'est du sucre et de la caféine. Peut-être que ça va marcher si tu fais un 34, ok, mais si tu fais un 175, tu vas monter, tu vas te prendre l'énergie et après tu vas le payer en fait. Donc, sinon tu vas devoir en reprendre un, du coup en fait c'est lui l'effet yo-yo. C'est un cercle vicieux, oui, complètement. C'est la gestion de la stratégie. Après, si tu as toujours fait ça, que ça a marché, et on en entend des gens qui disent ouais, moi j'ai pris une boisson à base de cola, ça marche tout le temps, boum boum, j'ai pas de soucis, vas-y continue, peut-être que ça sera un autre truc pour la préparation, ça marchera bien. Mais prendre ça juste avant, chaud. C'est risqué quand même. C'est important de dire parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui peuvent être amenés à prendre ces boissons là aussi. Donc je pense que... Après, c'est pas. Je pense que tu l'as fait, toi aussi tu as dû le voir assis sur peut-être le trail et le bélier, mais des fois tu en retrouves des boissons comme ça sur le trail et au final tu as un côté placebo, comme disait, un côté plaisir quoi. Ouais. Tu prends ta petite boisson au cola qui pique et avec un petit peu de caféine, tu fais ça fait du bien quoi. Ouais. Donc voilà, mais après ça peut être un danger pour moi. Je pense qu'on le voit pas trop encore ça sur le trail le long je pense. Moi je sais que je le voyais beaucoup en natation sur les épreuves de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres où on ne citera pas de marque mais ça s'enchaînait des canettes juste avant où tu les voyais t'as l'impression qu'ils s'étaient dopés quoi. Alors en natation, je savais pas. Après moi je connais plutôt ce milieu là donc après je pourrais pas tester les autres sports mais sur le trail en tous les cas je l'ai pas trop vu et il y a une différence, c'est aussi la population qui pratique du trail. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup de 40 ans et plus sur les longues distances.
Donc je pense qu'on a quand même des personnes avec une certaine maturité et des personnes aussi qui se rencardent un petit peu sur les produits qu'ils vont consommer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas Oui, trop encore, Qui font peut-être un peu plus. et heureusement à la mode, si je peux dire ça comme ça, dans le milieu du trade. C'est vrai. Merci à vous en tout cas Merci. d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Merci Mathieu. Nathan. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode.